les décoloniaux vont partir de l'idée suivante: nous sommes ici parce que vous étiez chez nous. Vous comprenez? C'est le renversement du paradigme. Vous avez colonisé, eh bien aujourd'hui, payez-en les conséquences. Ce courant va imploser. Mais ce n'est pas parce qu'il va imploser que son idéologie ne va pas triompher. Jamais dans l'histoire contemporaine de la France, le pays n'aura subi de telles humiliations. Jacques Chirac disait: il y a une chose qu'il est impossible de greffer, les couilles par manque de donneur. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec notre classe politique. Bonjour Bernard Lugan. Bonjour. Alors vous êtes universitaire, historien spécialiste de l'Afrique, vous êtes expert auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda et vous êtes également directeur de la revue par Internet L'Afrique réelle. Vous venez de publier un ouvrage intitulé « Pour répondre aux décoloniaux, aux islamo-gauchistes et aux terroristes de la repentance », un livre que vous avez auto-édité et qui est disponible sur votre site internet bernardlugan.blogspot.com. Alors, pour commencer, peut-être que vous pourriez nous dire les raisons qui vous ont motivé à écrire cet ouvrage, avant de définir les termes du sujet et de nous décrire les origines historiques de ces courants et les liens qu'ils entretiennent. Oui, dans votre question, il y a le mot historique qui est important, parce que il y a eu pas mal d'ouvrages et pas mal d'articles de réfutation de cette approche, cette école, de ce courant décolonial, notamment le livre de Taguieff, qui est excellent. Mais ce que j'ai voulu faire, moi, c'est donner ma marque, mon empreinte d'historien, c'est-à-dire reprendre l'analyse de ce courant d'une façon historique. Et je n'ai pas voulu m'en tenir à la description du courant. J'ai voulu voir d'où venait ce courant, quelles sont ses racines profondes et quels sont, avec les diverses strates historiques, les éléments qui permettent à ce courant de se fossiliser et ensuite de se développer, parce qu'il s'est fossilisé et ensuite il s'est développé. Donc j'ai une approche qui est une approche historique, de façon à apporter ma pierre d'historien de la longue durée à ce débat. Et alors, comment est-ce que vous définiriez les termes des coloniaux et d'islamo-gauchistes, sachant que ce dernier terme, c'est un terme parfois un peu fourre-tout dans lequel on peut mettre beaucoup de choses et parfois voilà, on n'est pas très clair sur la définition de ce terme. Avant de donner les définitions même de ce qu'est ce courant décolonial, disons que les décoloniaux ont une approche qui est une approche, j'allais dire, de revanche historique face à des événements réels, imaginaires ou fantasmés. Et les islamo-gauchistes, eux, sont différemment des politiques qui sont un peu les héritiers de ce qu'étaient les marxistes dans la période de la grande expansion du courant communiste, avant la chute du mur de Berlin et même encore un peu auparavant, et qui, ayant constaté que le prolétariat a disparu, le prolétariat blanc a disparu, je parle en France, cherchent un prolétariat de substitution. Ce sont des révolutionnaires qui s'imaginent que l'immigration qu'ils ont favorisée va être le nouveau prolétariat. Et ils considèrent que les décoloniaux seraient l'avant-garde consciente de ce nouveau prolétariat qui pourrait faire cause commune avec eux pour la révolution, pour préparer le grand soir. Donc c'est une alliance contre nature, parce que historiquement, chaque fois qu'il y a eu une tentative d'alliance entre ce courant ultra-révolutionnaire et les islamistes, ça s'est très mal terminé pour les révolutionnaires. Je pense à l'exemple de l'Iran, quand le Parti communiste iranien avait milité pour le renversement du Shah aux côtés des islamistes, et dès que les islamistes sont arrivés au pouvoir, ils les ont liquidés. Donc c'est un double courant. Alors ce double courant va s'incarner au point de vue politique en France à travers essentiellement le mouvement de la France insoumise, qui s'inscrit tout à fait dans une tradition révolutionnaire classique. Et comment les décoloniaux vont-ils se positionner par rapport à cela? Mais les décoloniaux sont un petit peu, j'allais dire, pas le jouet parce qu'ils sont plus développés que cela, mais ils sont
un peu la masse de manœuvre postulée, rêvée par ce courant d'islamo-gauchiste qui est un courant révolutionnaire. Quelle est la genèse de ces courants? Est-ce que c'est une création récente ou est-ce qu'on peut remonter finalement cette construction à un certain nombre d'années? Non, c'est une création ancienne. C'est une création qui remonte. Partons des définitions. Je crois que le mieux maintenant que nous avons débridé la plaie, nous avons vu à peu près quel était le contexte général. Voyons maintenant d'une manière plus précise ce que sont les définitions, ce que sont les composantes. Disons que si nous voulons être clairs, le mouvement décolonial procède de trois grands mouvements, de trois grandes origines, à trois grandes racines. C'est un trépied. Alors le premier, c'est un trépied qui repose, le premier élément du trépied repose, selon moi, sur Edward Said. Edward Said, qui est un palestino-américain, qui est un sociologue, et qui va écrire un livre fondateur dans les années 1950, qui va être réimprimé plusieurs fois, et un livre fondateur qui a pour titre « L'orientalisme, l'Orient créé par l'Occident ». Alors, quelle est l'idée qui est très intéressante, l'idée d'Edward Said? Edward Said part de l'idée que la vision du monde est une vision européenne occidentale. Et c'est une vision du monde dans laquelle les Européens ont plaqué leur propre vision. C'est-à-dire qu'ils vont analyser les phénomènes qui sont des phénomènes non européens, alors asiatiques, africains et autres, à travers leur vision. Les cultures du monde vont être vues à travers le prisme des Européens. Or, ces Européens ont sur ces cultures un regard qui est méprisant ou supérieur. Donc, disons, méprisant certes, mais surtout supérieur. Ce qui fait que, pour Edward Said, les études qui vont être les études d'anthropologie, par exemple, vont être un moyen pour l'Occident de dominer en divisant le monde en deux, c'est-à-dire les Occidentaux et les autres, les dominés. Ce qui fait que cette idée étant mise en place, comment faire pour sortir de la domination? Comment faire pour sortir de la libération? Comment libérer les dominés? Et c'est là où l'idée d'Edward Said est tout à fait intéressante, c'est qu'Edward Said nous met en avant l'élément suivant: la libération passe par la réappropriation de l'histoire. C'est-à-dire que s'ils veulent cesser d'être dominés, les dominés doivent reprendre en main leur propre histoire et l'analyser à l'aune, à la grille, selon les grilles de leur propre culture. Alors, si vous voulez, jusque-là, moi, je n'ai pas de critique. Moi, je suis historien, donc je ne peux dire bravo, au contraire, comment dirais-je, que chacun se réapproprie sa propre histoire. Tout à fait. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les décoloniaux, qui ont radicalisé la pensée de Saïd, parce qu'ils vont la radicaliser. Nous allons voir que pour le domaine de la construction, nous avons également une radicalisation de la pensée d'origine. Donc, les décoloniaux qui vont radicaliser la pensée d'Edward Saïd vont passer de la réappropriation à l'enfermement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont nous dire que seuls eux peuvent parler d'eux-mêmes. C'est-à-dire que l'on ne peut plus faire l'étude du royaume zoulou si on n'est pas zoulou. L'on ne peut plus faire l'étude du royaume Songhai si l'on n'est pas Songhai. Donc, nous sommes, si vous le voulez, au sein d'un enfermement ethnique, culturel, racial. Seuls les dominés, entre guillemets, ou les postulés dominés peuvent parler d'eux-mêmes. Par exemple, l'homme blanc ne peut pas parler de l'immigration en France, puisque par essence même, lorsqu'il parle d'immigration, il parle d'un phénomène sur lequel il projette ses propres fantasmes ou ses propres déterminants. Donc, seuls les décoloniaux, seuls les immigrés, seuls les enfants d'immigrés peuvent parler de l'immigration.
Ça, c'est le premier point qui est tout à fait intéressant parce que pour les décoloniaux, le racisme est le substrat des sociétés. Alors, l'on disait dans le temps occidental, aujourd'hui, l'on parle de société blanche. Il y a un passage qui s'est fait véritablement à ce qui est le déterminant racial. Aujourd'hui, c'est le phénomène racial qui est mis en avant. Alors, ce qui est tout à fait paradoxal, parce que ce phénomène racial, de prisme racial, qui va partir des États-Unis, qui va arriver chez nous, nous allons voir comment tout à l'heure, au départ, a été porté par des gens, justement, qui luttaient contre le racisme. Des gens qui luttaient contre le phénomène raciste et qui, au nom de l'antiracisme, ont lancé des campagnes d'égalité, one man, one vote, etc. Pour en arriver aujourd'hui, au contraire de ce qu'ils désiraient au départ, c'est-à-dire pour le cloisonnement racial, avec en plus l'idée d'une race qui serait supérieure, c'est-à-dire la race noire, et d'une race qui serait inférieure, c'est-à-dire la race blanche, parce qu'on arrive véritablement à un paroxysme dans les définitions raciales. Donc voilà, donc, premier courant, le courant qui vient de cette idée de réappropriation de l'histoire. Alors, courant qui, selon moi, n'est pas illégitime au départ, mais qui va devenir complètement caricatural à l'arrivée. Alors, le deuxième courant qui est très intéressant, qui là aussi est un courant qui résulte d'une radicalisation, c'est le courant de la déconstruction philosophique. Là encore, les initiateurs, les inventeurs de ce courant, essentiellement Gilles Deleuze et Michel Foucault, n'étaient pas arrivés aux conclusions qui sont celles des décoloniaux. Les décoloniaux vont là encore radicaliser leur position. Alors, quelle est la grande idée que l'on peut retirer de ce mouvement, de ce courant de la déconstruction dont les pères, entre guillemets, sont donc Foucault et Deleuze? Foucault et Deleuze nous disent, derrière toute structure, derrière tout récit traditionnel européen, derrière tout roman national, il y a construction d'un passé. Construction d'un passé à travers une mode de pensée qui est fabriquée. Et c'est cette mode de pensée, c'est ce récit traditionnel, c'est ce passé construit qui va permettre aux Occidentaux, alors on dit maintenant aux Blancs, de dominer tout ce qui n'est pas blanc. Et dans ces conditions, comment peut se faire la libération? Alors, nous avons vu que pour ceux qui s'inspirent d'Edouard Saïd, la libération doit se faire par la réappropriation de l'histoire. Eh bien, pour ceux qui vont utiliser Deleuze et Foucault, la libération va se passer par la destruction, c'est-à-dire la déconstruction de la matrice même de la domination blanche, de la mission coloniale blanche, c'est-à-dire par le travail de sape de tous les fondements culturels, de tous les fondements historiques des sociétés européennes, c'est-à-dire ce qui se fait aujourd'hui, notamment en France, la déconstruction systématique du roman national. Alors, il est bien évident que quand vous n'avez plus de roman national, vous n'avez plus de nation. Ça, c'est le deuxième courant qui est absolument fondamental. Ça, ce sont les deux piliers. Et puis, à ces deux piliers, qui sont des piliers anciens, ça ne date pas d'aujourd'hui, cela. C'est là une évolution qui va prendre des dizaines d'années. Et à ces deux piliers vient s'ajouter un troisième pilier, donc qui va achever le trépied. C'est celui, j'allais dire, de toutes les minorités. Alors, au départ, les minorités racisées, raciales, les minorités religieuses, mais maintenant, les minorités sexuelles, les femmes, les homosexuels, et tout ceci est mis dans un immense shaker, n'est-ce pas, d'où va sortir un cocktail complètement surréaliste et explosif à la fois, qui va être le cocktail de
des victimes de la domination éternelle du patriarcat blanc. Alors, de même que les Noirs, de même que les Arabes, de même que les musulmans, de même que les immigrés sont dominés par les colonisateurs, eh bien, de la même manière, les femmes, les homosexuels, les transsexuels, etc., sont les victimes du mâle blanc de 50 ans qui domine, qui est un colonisateur par définition dans ses gènes. À la limite, il n'y peut rien. Il est comme ça. Il est génétiquement programmé pour être. Donc, il est véritablement l'exploitant qu'il faut désigner. Alors, un autre élément qui va s'ajouter à ce troisième, qui va être celui de l'achèvement de la déconstruction par ce qui fait même la trame de nos sociétés. Par exemple, la langue et l'écriture. La langue et l'écriture. L'écriture traditionnelle est postulée être le symbole de la domination masculine. Et le vecteur de cette domination, c'est la langue. Car la langue est le produit de la culture patriarcale. À travers ces deux éléments est maintenue l'histoire reconstruite de la domination de l'homme blanc sur les sociétés qui ne sont pas les sociétés blanches et qu'il domine par le biais de sa langue, par le biais de sa culture, etc. Voilà pourquoi il faut également détruire l'écriture et la remplacer par l'écriture inclusive, qui est un des éléments de sape de ces éléments qui constituent la culture de l'homme blanc, qu'on appelait la culture occidentale dans le temps. Alors, la synthèse de ces trois mouvements s'exprime dans une formule très simple, dans une idée très simple. L'histoire de l'Europe est une infamie coloniale, éternelle, et l'homme blanc est coupable par essence. C'est-à-dire que ce n'est pas de sa faute, c'est par essence. Ce sont des essentialistes. L'homme blanc est coupable par essence, et nous sommes là, si vous le voulez, pour les gens de ma génération qui avons connu l'époque du marxisme triomphant et l'époque de la lutte contre le marxisme triomphant, eh bien, la constatation est que nous sommes dans un avatar modernisé du marxisme dans lequel la lutte des races a remplacé la lutte des classes. Voilà grosso modo ce que l'on peut dire sur les éléments fondateurs, les éléments constitutifs de ce courant décolonial. Et alors, quel est l'objectif de ces militants? Dans votre livre, en fait, vous écrivez que ce n'est pas de séparatisme dont il s'agit. Vous écrivez: les décoloniaux et les islamistes ne veulent en effet pas se séparer de la France, ils y trouvent beaucoup trop d'avantages. Oui, c'est tout à fait ça. Je pense que l'erreur complète qui a été faite par le gouvernement français et par le président Macron, comme on n'ose pas nommer les choses, comme on n'ose pas mettre un mot sur une plaie, on va parler d'autre chose. Donc, on va parler de séparatisme. Alors que ce n'est pas le séparatisme, c'est un mouvement de conquête. Ce n'est pas le séparatisme, c'est la conquête. Alors, la conquête de quoi? La conquête de nos territoires, la conquête de nos sociétés, la conquête de nos moyens de pensée, la conquête de nos esprits. Nous sommes dans une phase de conquête. Et les décoloniaux vont partir de l'idée suivante: nous sommes ici parce que vous étiez chez nous. Vous comprenez? C'est le renversement du paradigme. Vous avez colonisé, eh bien, aujourd'hui, payez-en les conséquences, eh bien, c'est nous qui allons vous coloniser. Voilà l'idée principale. Ce serait une forme de revanche, en fait. Alors, il y a bien sûr une revanche, et puis il y a également, si vous voulez, une revanche qui est politique, mais qui est aussi très largement psychanalytique. Et il y a une sorte de conception oedipienne. Par exemple, quand les décoloniaux se dressent contre leurs géniteurs de gauche, nous y viendrons tout à l'heure, parce qu'en France, le mouvement décolonial est quand même le produit de la gauche universaliste. Et aujourd'hui, les décoloniaux retournent contre leurs géniteurs de gauche tous les grands principes universalistes qui les avaient éduqués. Donc, c'est un paradoxe qui est assez intéressant, qui d'ailleurs, pour moi, est tout à fait intéressant, passionnant, et pour moi, qui m'inscrit dans un courant
moi, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Moi je suis un homme d'un courant philosophique qui est très clair. Moi, je suis l'homme d'un courant de la contre-révolution. Je suis un homme qui, moi, je m'inscris, si vous voulez, en réaction. Je suis un réactionnaire. Je m'inscris en réaction contre le mouvement issu de la philosophie des Lumières, de la Révolution française, etc., qui a transformé ce qui était la France en République. Alors, ce n'est pas que je sois contre la République. Moi. La République romaine, j'ai jamais été contre, c'est très bien. Mais si vous voulez, ce mouvement qui a abaissé la France depuis 2 siècles, car depuis 2 siècles, la France ne fait que descendre, ce mouvement qui a abaissé la France depuis 2 siècles repose sur les grands principes hérités de la philosophie des Lumières, etc. Et ce sont ces principes qui ont nourri les mouvements subversifs qui vont arriver au mouvement décolonial. Alors, pour le contre-révolutionnaire qui vous parle, ceci est assez amusant et c'est un paradoxe, parce que je constate que ceux qu'ils ont nourris pour nous détruire sont en train de les détruire eux en premier. Et l'idéologie, qui était l'idéologie des droits de l'homme, du vivre ensemble, du pas d'amalgame, de la laïcité et des valeurs de la République, a explosé. Elle n'existe plus face aux réalités qui sont devenues des réalités, les vraies réalités, qu'il était interdit de nommer, mais qui maintenant, grâce aux décoloniaux, sont sur la place publique, qui sont les réalités des chocs ethno-raciaux. Et alors pour vous, quelles sont les menaces que font peser aujourd'hui ces mouvements sur la société française? Dans votre livre, en fait, vous écrivez qu'ils font preuve d'une habile stratégie et qu'ils présentent 2 faces, je cite, l'une respectable, l'autre ouvertement totalitaire. Oui, bien sûr. Alors, ils agissent d'une manière très intéressante. Alors là, si vous voulez, c'est l'héritier, ils vont agir comme les héritiers des tiers-mondistes, avec le côté misérabiliste, le mouvement de revendication de justice sociale. Mais regardez, nous sommes malheureux, il est normal qu'on nous écoute, et puis regardez, nous sommes comme assez nombreux, mais nous ne sommes pas assez représentés, etc. Donc, ils ont une phase respectable. Et à côté de cette phase respectable, eh bien, il y a les durs idéologues qui nous parlent nique la France, Notre-Dame, c'est un concept de petits blancs, les blancs devraient être mis chez un psychanalyste, je hais les blancs, je suis un raciste anti-blanc, les blancs devraient tous être gazés, etc. Bon, toutes ces phrases qui sont connues, que l'on cite et que je cite dans mon livre. Donc, si vous voulez, c'est Janus à 2 faces. D'un côté, la face gentille pour, comment dirais-je, pour abuser le Pékin, et de l'autre côté, les rudes idéologues qui, eux, sont déjà engagés dans le concept de la conquête. Et alors, quels sont pour vous les différents relais sur lesquels ces militants s'appuient pour diffuser leurs idées dans la société? Disons-le, sur les médias qui sont soit acquis, soit idiots utiles, comme d'habitude. C'est le même phénomène que pendant la période de la révolution marxiste. Nous avons le même phénomène. Les idiots utiles, les compagnons de route et la masse des veaux qui se laissent manipuler par les slogans ou par les images. Et également par certains courants universitaires, notamment dans mon domaine qui est celui de l'histoire africaine ou de l'ethnographie africaine, par une prise de compte, par une conquête depuis 50 ans de tout ce qui est l'africanisme français, à quelques exceptions près. Alors il y a quelques individus, bien entendu, qui sont sortis du lot, mais qui aujourd'hui ne pourraient plus sortir du lot. Bon, des gens comme Jacques Marseille, par exemple, ou comme Daniel Lefebvre, n'auraient plus voix au chapitre aujourd'hui. Des gens comme moi non plus. J'ai été seul dans mon domaine pendant des années à essayer de résister. Bon, ma carrière a été cassée par mes chers collègues parce que j'étais trop dangereux pour eux, mais peu importe, mais j'étais là. Mais maintenant, aujourd'hui, je ne serai plus recruté à l'université. Moi, ma chance, ça a été très simple. Ma chance est très simple, c'est que j'étais en Afrique en coopération et que j'ai été titularisé dans l'enseignement supérieur français par le tour extérieur. Chaque fois que je me suis présenté pour le tour principal,
et j'ai été mis de côté parce que ceux qui faisaient les carrières au sein du Conseil national des universités étaient des ennemis. Donc, ce n'est pas possible. Donc, vous savez, aujourd'hui, l'africanisme français est une coterie qui a été prise en main par ce courant depuis. Non, pardon, pas par le courant décolonial, par le courant qui a préparé les décoloniaux, par le courant de la gauche française, de l'extrême gauche française, qui aujourd'hui, chez certains de ses membres, se retrouvent d'ailleurs opposés au mouvement décolonial, parce que leurs enfants, leur dévorant le foie, ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose qui est assez étrange. Mais c'est eux qui ont préparé, c'est eux qui ont pavé la route des décoloniaux. Comment? Quand pendant un demi-siècle, à l'université française, et dans les publications françaises consacrées à l'Afrique, et dans les revues spécialisées sur l'Afrique, vous n'avez que l'attaque contre la colonisation, l'attaque contre les colonisateurs, la colonisation pillage, la colonisation génocide, la colonisation domination, et ensuite la post-décolonisation, qui est toujours l'exploitation de l'Afrique par les sociétés capitalistes, etc., vous avez, si vous le voulez, une école du ressentiment qui se forme. Alors, c'est eux qui ont formé. Moi, ce sont mes collègues africanistes qui, depuis 40 ans, ont formé le courant décolonial. Aujourd'hui, une partie d'entre eux s'est groupée pour essayer de résister, mais ils résistent avec des lance-pierres. C'est-à-dire qu'il y a la guerre moderne et eux en sont restés aux arguments d'hier. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de lutter contre ceux qu'ils ont créés avec les arguments qui a permis à ceux qu'ils ont créés de les renverser eux-mêmes et de renverser leur magistère. Universalisme, droits de l'homme, vivre ensemble, etc. Ce qui fait rigoler les décoloniaux. Parce que les décoloniaux ne veulent pas du vivre ensemble. Ils veulent leur vivre ensemble. Et ils veulent nous imposer leur vivre ensemble. Donc, nous sommes non pas dans une phase de séparation, nous sommes dans une phase de conquête. Et dans cette phase de conquête, nous luttons, non, ceux qui ont créé ces décoloniaux luttent avec les armes qui alimentent la logorée même de ces décoloniaux. Et alors, dans votre livre aussi, vous expliquez que il y a des fondations privées, vous parlez de fondations privées comme celle de George Soros, et vous parlez aussi de l'ambassade des États-Unis à Paris sous la présidence de Barack Obama, et vous dites que ces organisations, ou ces antennes de l'État américain, ont financé des bourses de voyage et d'études afin que des militants français qui sont aujourd'hui très en vue soient formés outre-Atlantique et s'imprègnent du multiculturalisme. Vous évoquez, je cite, une entreprise d'ingérence dans les affaires de l'État français et même de subversion. Pourquoi des fondations privées ou des organes étatiques ont soutenu et encouragé ces mouvements décoloniaux en France? Nous sommes face à une véritable entreprise de subversion qui est parfaitement documentée. Je renvoie notamment au livre de Taïef, qui est très précis là-dessus. Il y a d'autres études qui ont été faites. Je cite dans mon livre toutes ces études. Alors nous avons là également deux branches. Alors nous avons ce qui gravite autour de George Soros, tout simplement la subversion mondiale, tout simplement ce que George Soros cherche à faire en Hongrie aujourd'hui en attaquant systématiquement le gouvernement Orban. Ces fondations qui sont faites pour saper tout ce qui est enracinement, tout ce qui est élément qui peut résister à cette idée de mondialisation qui est portée par des gens comme Soros. Ça, c'est très clair, c'est documenté, c'est parfaitement connu, etc. Et il y a eu également, parallèlement ou ensemble, une tentative qui a été faite par les démocrates américains à l'époque d'Obama, qui s'inscrivait dans un calcul, à mon avis, qui est un calcul assez diabolique, parce qu'il se retourne contre eux, là encore. Après le 11 septembre, certains se sont dit, pour éviter que cet islamisme djihadiste se développe au sein des sociétés occidentales, il faut promouvoir le multiculturalisme. Et pour promouvoir le multiculturalisme, il faut pêcher dans les sociétés immigrées de la vieille Europe des éléments young leaders qui vont être mis en avant, invités aux États-Unis pour voir de visu
comment se réalise ce multiculturalisme, de façon à exporter ce multiculturalisme en Europe, qui sera l'obstacle à la subversion du djihadisme. Vision complètement folle, exactement ce qui s'est passé quand les États-Unis ont soutenu des groupes terroristes djihadistes au Moyen-Orient contre la dictature ou pseudo-dictature de tel ou tel chef d'État. Nous sommes véritablement dans le jeu d'apprenti sorcier. Et aujourd'hui, une grande partie de ces leaders du mouvement décolonial procède de ces bourses offertes par soit les sociétés privées, fondations privées genre Soros, soit par le gouvernement américain. Et l'ambassade des États-Unis, à l'époque d'Obama, à Paris, avait un service dédié à cela, spécialisé, avec une responsable, qui d'ailleurs a été interviewée et a été bien expliqué comment cela fonctionnait. Donc une entreprise de subversion. Le plus étonnant, c'est que le gouvernement français ait laissé faire cette subversion. Nous étions à l'époque de Sarkozy, de Hollande, etc. Et le gouvernement français, alors que nous le savions, des articles ont été publiés, des mises en garde ont été faites, et le gouvernement français a laissé cette entreprise de subversion se dérouler totalement impunément. Alors pour vous, quelle part de responsabilité justement portent nos dirigeants successifs dans le développement de ces différents courants depuis plusieurs décennies? Et quelle est la position d'Emmanuel Macron aujourd'hui vis-à-vis de ces courants? Alors disons que la gauche par idéologie, la droite par lâcheté, la lâcheté coutumière de la droite française. Et moi, je définis toujours la droite française de la manière suivante. Qu'est-ce qu'un gouvernement de droite qui succède à un gouvernement de gauche? C'est un gouvernement qui entérine les grandes mesures faites par la gauche et qui continue de l'avant dans le délitement de ce qu'est le pays. Vous ne verrez jamais en France, depuis la fin du général de Gaulle, un gouvernement de droite revenir sur des mesures essentielles qui avaient été prises par leurs prédécesseurs de gauche. Donc, la droite entérine ce qu'a fait la gauche. Et les électeurs de droite sont des conservateurs qui conservent ce qui est en place. Donc, ce n'est à aucun moment un mouvement de réaction, ce n'est à aucun moment un mouvement qui reprend la marche du temps, c'est un mouvement qui est dans le fil du courant et qui va toujours vers l'amont. Vous me direz, bien sûr, mais un fleuve ne remonte jamais à sa source. Ça, c'est évident. Oui, mais un malade est généralement heureux quand il peut retrouver l'état antérieur qui était la bonne santé. Ça, c'est autre chose. Alors, Macron est l'archétype de ce mouvement. Il est l'archétype, d'abord, par son tropisme de la repentance, qui est poussé à un paroxysme. Même François Hollande n'était pas allé jusque-là, parce que même dans l'affaire du Rwanda, François Hollande n'était pas allé jusque-là. Même dans l'affaire de l'Algérie, François Hollande n'était pas allé jusque-là. Avec Macron, nous sommes véritablement au niveau, je me demande s'il est possible d'aller encore au-delà, à moins d'aller lui-même en chemise et la corde au cou à Kigali ou à Alger, en portant les clés de la France. Mais bon, c'est la dernière étape qui lui reste à faire. Autrement, tout est fait. Et puis, la semaine dernière, il a quand même prononcé, lors d'une interview pour une chaîne de télévision américaine, le mot de déconstruction de l'histoire de France. My conviction is that we have to address this issue by first, transparency and fair assessment. This is why I launched new platforms to fight against discrimination, racism, and so on. Second, a quiet and open dialogue to understand how it happened. And in a certain way, to deconstruct our own history, but without any confusion. Our histories are very different. The way we behaved in the past, the way we built our own trauma are very different, even if we have common phenomena. Donc il est très exactement dans le point de convergence et de confluence des courants dont j'ai parlé tout à l'heure. Il est l'archétype même de la confluence de ce mouvement décolonial. Alors dans votre livre, vous abordez assez longuement finalement
les contre-vérités historiques, les idées reçues sur lesquelles le mouvement décolonial s'appuie, en tout cas construit son idéologie. Vous donnez beaucoup de chiffres, hein, vous faites référence à différents travaux, notamment ceux de Daniel Lefebvre ou de Jacques Marseille, qui ont beaucoup analysé ces questions-là. Quel est le véritable bilan de la colonisation française en Afrique pour vous? Disons que les décoloniaux vont se servir de la parenthèse coloniale pour achever leur travail de sape des éléments culturels et civilisationnels de la France. Et ils vont reprendre, c'est pas eux qui ont inventé, il y a peu d'intellectuels chez eux, hein, il n'y a pas de penseurs particuliers, ce sont des gens qui vont piocher à droite et à gauche, qui vont picorer à droite et à gauche les éléments qui leur servent pour créer leur appareil doctrinal, entre guillemets. Ils vont puiser dans ce courant dont je vous parlais tout à l'heure, dans ce courant africaniste français qui est le courant de la culpabilisation de la France. Et ce courant nous dit quoi? Alors, contrairement à toute réalité historique sur laquelle je reviendrai, ce courant nous dit la France est partie aux colonies pour faire de bonnes affaires et la France a exploité ses colonies. Alors, disons déjà que, premier élément, si vous faites un peu d'histoire, ce qui est mon métier, vous constatez que le débat colonial en France fut vif dans les années 1880-90. À la différence de l'Angleterre, double différence avec l'Angleterre, parce que quand l'Angleterre part pour coloniser, elle part par pur souci impérialiste, et il y a unanimité de l'opinion publique, et quand, à partir des années 1945, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, décide de décoloniser, elle le fait du jour au lendemain, avec également unanimité dans l'opinion publique. En France, le mouvement colonial en amont et en aval va provoquer quasiment des guerres civiles. Alors, en aval, les guerres civiles avec ce qui se passe en Algérie, les pushs des généraux et l'OAS, etc. Et en amont, des débats considérables. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur les débats au Parlement. Les débats au Parlement, à l'époque où Jules Ferry essaie d'imposer le mouvement colonial. Alors, Jules Ferry va avoir avec lui la gauche universaliste. Toute la gauche universaliste, sauf un courant, le courant radical de Clemenceau, qui lui va être farouchement opposé à ce mouvement. Et puis il va avoir en face de lui le courant de droite, légitimiste, qui est monarchiste à l'époque. N'oublions pas que la monarchie est encore majoritaire en France dans les années 70-75. La monarchie est encore l'idée la plus portée en France. Et pour réussir à attirer à lui une partie de la droite, Jules Ferry va courtiser les milieux d'affaires, les milieux orléanistes, la droite orléaniste, la droite d'affaires, hein, qui est très différente de la droite légitimiste. Et il va dire en avant, les colonies vont être une bonne affaire pour la France. Et bien entendu, cette droite d'affaires qui est toujours prête à se vendre, pour ne pas dire à se prostituer pour un billet de $100, et pour un point de bourse qui augmente, cette droite d'affaires va donner à Jules Ferry la petite majorité qui va lui permettre de lancer le mouvement colonial. Or, à l'époque où est lancé le mouvement colonial, la France n'a absolument pas besoin de colonies. La France n'a pas besoin de colonies. À l'époque, que demandait-on aux colonies? Du sucre, les Antilles. Mais la France n'a plus besoin du sucre des Antilles, puisque grâce à Napoléon et grâce à l'Empire, la canne à sucre a été remplacée par la betterave à sucre et la France est devenue un des principaux producteurs mondiaux de canne à sucre. On n'a pas besoin de sucre. Les esclaves, n'en parlons pas. L'abolition a été décidée, il n'y a plus d'esclavage. Bon. Des épices, ce qu'on recherche à l'époque dans le monde dit colonial, ce sont les épices. Oui, mais quel est l'intérêt pour la France d'aller conquérir des espaces pour planter des épices? Il fallait conquérir, il fallait pacifier, il fallait équiper, il fallait investir, alors qu'il est beaucoup plus simple d'acheter directement les épices à ceux qui en contrôlent la production et la vente, les Hollandais. Beaucoup moins cher de les acheter directement aux Hollandais que de partir dans une expédition africaine ou asiatique pour cultiver quelques grains de poivre ou un peu de pili-pili. Les matières premières, on ne sait pas à l'époque
que l'Afrique recèle les matières premières? On l'ignore, puisque l'Afrique n'a pas été explorée. Et que les découvertes ne vont se faire qu'après la période coloniale. Oui, mais la France avait besoin d'exporter pour son industrie. Faux. Ceci a encore été démontré d'une manière lumineuse, notamment par Jacques Marseille. Non, parce qu'à l'époque, les débouchés européens étaient largement suffisants pour la France. Et puis en plus, le marché africain n'existait pas. Il eût fallu le créer. Et puis dernier point, à la différence de l'Italie, à la différence de l'Allemagne, la France n'était pas un pays d'émigration. La France n'avait pas besoin d'un déversoir humain. Donc, la France n'avait pas besoin de colonies dans les années 1890. Alors, pourquoi la France s'est-elle lancée dans le mouvement colonial? Et là, nous en arrivons véritablement au cœur de la question. La France s'est lancée dans le mouvement colonial tout simplement par dimension idéologique. Pour les pères de la colonisation française, c'est-à-dire la colonisation républicaine de gauche, à l'exception de Clémenceau, la colonisation était le vecteur universel des idées de la Révolution de 89. La colonisation allait permettre, et les loges maçonniques le disaient très bien, nous avons tous les discours, nous avons tous ces éléments, nous avons les congrès qui ont vraiment acté cela. La colonisation était le moyen de faire connaître au monde les révélations des grands principes de la Révolution française, le message des grands ancêtres de 1789. Et c'est par définition idéologique que la gauche française a lancé le mouvement colonial, auquel s'est ralliée la droite affairiste orléaniste, et dans une deuxième phase, bouleversement complet, le cardinal Lavigerie, avec le ralliement, va donner deux coups mortels à la société française. Un, en faisant que le courant royaliste, qui est majoritaire, se rallie à la République. Et deuxièmement, que s'étant rallié à la République, ce courant monarchiste fournisse les bras et les épées pour la conquête coloniale, vu par lui comme un mouvement d'évangélisation. Alors vous avez le double mouvement d'évangélisation, l'évangélisation laïque, républicaine, universaliste, principe de 89, et le principe de la Vigerie, l'évangélisation chrétienne, les deux éléments qui vont être associés. D'ailleurs, la Vigerie est un ami de Crémieux. Crémieux qui va prendre ses décrets sur l'Algérie. On parle des décrets concernant la naturalisation des Israélites, mais ce sont deux décrets, ça ne compte pas. Crémieux a pris une soixantaine de décrets. Crémieux avait en charge l'Algérie au lendemain de la guerre de 70. Il a pris à peu près 70 décrets, 65-70. Il n'y a que deux qui concernent les Israélites qui reçoivent la nationalité française. Le reste, c'est la prise en main selon les principes qui ont été dictés par le cardinal Lavigerie. J'ai publié les lettres de Lavigerie à Crémieux. Lavigerie qui va venir spécialement à Tours, où le gouvernement provisoire est réfugié pendant la guerre de 70, et Lavigerie vient expliquer à Crémieux que pour la colonisation d'Algérie, il faut mettre fin au système militaire, donc aux bureaux arabes, et il faut spolier les Algériens en supprimant le droit de la tribu pour mettre un droit individuel, car le droit de la tribu faisait qu'il fallait l'unanimité pour vendre les terrains aux colons, tandis que si on supprime le droit de la tribu et qu'on met le droit individuel, on pourra toujours acheter des individus qui vendront leurs terres. Donc, l'Algérie française est morte en 70. Elle est morte de la République. Et elle est morte des grands principes qui vont être inculqués dans cette évolution d'après 70, notamment par Monseigneur Lavigerie. Donc, retournement, la droite qui va se rallier à la colonisation. Et puis, dans les années 1930, avec la révolution bolchevique, Moscou comprend que
les peuples colonisés peuvent être des leviers pour la révolution. Un peu comme aujourd'hui, Mélenchon, qui pense que les migrants en France vont être le levier pour la grande révolution. C'est la même chose. Nous sommes exactement dans la même ligne. Quand vous connaissez un peu l'histoire, vous voyez tout est clair, tout est somptueux. Mais comme on vit dans un monde qui n'a pas de mémoire et pas de culture, ça on ne le voit pas. Donc, ils vont essayer, et Lénine le dit, nous prendrons l'Europe par le sud, par la Méditerranée. Et du jour au lendemain, cette gauche va devenir anticoloniale. Et nous avons affaire au mouvement dont je vous parlais tout à l'heure, d'une droite qui ne revient jamais sur ce qu'a fait la gauche avant, mais qui entérine ce qu'a fait cette gauche. Et au moment où cette gauche qui a créé l'empire colonial lui refile la patate chaude, ben la droite va tenir bien cette patate chaude qui va lui brûler les mains, pendant que la gauche se lance dans le mouvement anticolonial qui va lui permettre de casser cette droite et de lui mettre pour l'éternité le péché de la colonisation, qui va permettre à la gauche de reprendre le pouvoir, de prendre le magistère intellectuel, et qui va ensuite lui permettre de tenir en main tout ce qui est le monde culturel en France, et qui lui revient aujourd'hui comme un boomerang à travers les décoloniaux. Voilà, la situation est parfaitement résumée. Et finalement, ce mouvement que vous expliquez avec la patate chaude qui est refilée à la droite, ça ressemble un peu, je trouve, à ce qui s'est passé aux États-Unis entre républicains et démocrates vis-à-vis de la fin de l'esclavage et de la défense des Noirs. Ah ben, tout à fait. Moi, ce qui me frappe toujours lorsque je vois l'histoire de l'esclavage, d'abord, c'est les régiments noirs dans l'armée sudiste, qui étaient importants. Ensuite, l'esclavage qui était pratiqué par les pères fondateurs nordistes, qui étaient esclavagistes. Et nous sommes là dans une affaire qui est complètement voisine, bien évidemment, dans la filiation. Et alors, vous expliquez dans votre livre qu'en fait, la colonisation du continent africain par la France lui a coûté beaucoup d'argent et finalement l'a ruiné, pendant que des pays qui n'avaient peu ou pas de colonies, des pays européens, finalement se développaient beaucoup plus vite, et que la France même a mis beaucoup de temps à rattraper ce retard. Oui, en 1956, un journaliste a eu une idée de génie. Ce journaliste s'appelait Raymond Cartier. Il écrivait dans Paris Match. Et en 1956, il disait, mais si la Hollande n'avait pas décolonisé l'Indonésie, et si elle avait dû continuer à construire des barrages, des hôpitaux, verser des pensions polygames de Bornéo, elle n'aurait pas asséché son Zuiderzee, et elle ne serait pas devenue des principales puissances économiques européennes. De même l'Allemagne. Si l'Allemagne n'a pas eu la chance de perdre ses colonies en 1918, elle n'en serait pas là. Mais tout simplement parce que, je vais vous donner un ou deux chiffres, je ne vais pas vous accabler de chiffres, je donne tous les chiffres dans mon livre. En 1952, la totalité des dépenses faites par la France dans ses colonies, y compris l'Indochine, nous étions en guerre, qui valait à 1/5 du budget national. Vous vous rendez compte ? 1/5 du budget national en 1952. Alors qu'il fallait reconstruire toutes les gares françaises, tous les ports français, toutes les usines. Tout avait été détruit par la guerre. Il fallait complètement refaire une économie. Eh bien, la France consacrait 1/5 de son budget aux colonies. Deuxième chiffre, pour la période 1945-1958, 45-58, 22% de toutes les dépenses françaises sur fonds publics, donc les investissements publics, ont été faits aux colonies. Pendant ce temps, l'Allemagne construisait des autoroutes, des usines, modernisait ses ports, etc. Ce qui fait que la France va se retrouver dans les années 60, comme l'Angleterre d'ailleurs, comme la Grande-Bretagne, en retard par rapport aux concurrents européens. Et c'est pour cela que De Gaulle va décoloniser. Alors ne passons pas sur la manière exécrable et scandaleuse et ignominieuse avec laquelle il a décolonisé, mais son but était un but qui était il avait compris cela. Il avait compris que c'était des dépenses à fonds perdus et que si la France ne voulait pas être totalement devancée par l'Allemagne, il fallait abandonner les colonies
pour redonner à la France le moyen de redémarrer. D'ailleurs, les 10 glorieuses vont se produire dans les 10 années qui vont suivre les indépendances, parce que du jour au lendemain, ces budgets, certes, il y aura la coopération, mais ce ne sera plus la masse d'argent qui, tous les ans, était engloutie en pure perte aux colonies. L'Empire a plombé l'économie française et l'Empire était en train de conduire le pays à l'asphyxie. Mais, si vous voulez, les décoloniaux vont vous dire, oui, mais reprenant les études d'ailleurs des historiens qui les ont nourris, dire oui, d'accord, mais la France se fournissait à bon compte dans son empire. Faux, parce qu'aucune des productions de l'empire n'était stratégique. Il y a eu, à un moment donné, des productions en Indochine, mais c'était tout à fait fragmentaire. Les seules productions qui étaient intéressantes pour la France, c'était les phosphates du Maroc. Et le Maroc n'était pas une colonie, c'était un protectorat. Ce qui fait que la France a créé des éléments d'exportation dans ces colonies qu'elle a subventionnés, qu'elle a payé pour les créer et qu'elle a ensuite subventionné pour les acheter. Parce que tout ce qu'a produit le monde colonial français coûtait à l'achat entre 25 et 40% plus cher que ce qui était disponible sur le marché international chez les concurrents. Et savez-vous que le coût a été évalué, car les historiens économistes qui ont travaillé, et notamment la Cour des comptes de l'époque, a travaillé sur ce surcoût. Ce surcoût qui était chiffré, je vous donne un chiffre, entre 1954 et 1956, entre 1956 et 1960, là je regarde mes chiffres, la France a déboursé par an 60 milliards pour soutenir le cours de production qu'elle avait créé en amont. Donc la France se saignait. Et ces productions qui revenaient moins cher sur le marché international ont été également chiffrées, ça peut être sur 2 ans, entre 54 et 56. Entre 54 et 56, les importations coloniales françaises ont coûté 360 milliards de francs. Je ne parle pas des 60 milliards destinés à soutenir, je parle de l'achat global. Donc, 360 milliards d'achats faits par la France, de milliards de l'époque, aux colonies. Si elle avait acheté ces mêmes produits sur le marché international, ça lui aurait coûté 300 milliards. Donc, déjà, encore 60 milliards d'économies. Mais en amont de ces 360 milliards, il y avait les ports qui ont été créés, les routes qui ont été créées, les écoles, les hôpitaux, la mise en valeur de ces colonies. Donc, une somme qui est inchiffrable. Fallait-il que la France fût riche à l'époque pour supporter une telle saignée? Alors, quelques exemples. 30% de tout ce que la France achetait à ses colonies était composé par le vin d'Algérie. Vous allez me dire que ce n'est quand même pas une production stratégique, le vin d'Algérie. Alors, si du moins ce vin d'Algérie qui arrivait en France et qui concurrençait nos viticulteurs du Midi, n'oublions pas les grandes révoltes, ce qui va expliquer pourquoi une grande partie du Midi va militer contre l'Algérie française, en se disant que ce sont des concurrents qui vont être écartés. Donc, ce vin qui coûtait beaucoup plus cher, qui concurrençait nos productions, était un vin qui était payé presque le double du marché international. Par exemple, Jacques Marseille, qui a parfaitement étudié la question qui a encore été développée par Daniel Lefebvre. Jacques Marseille a fait une thèse globale sur le coût de l'Empire, et Daniel Lefebvre, qui était son élève, les regrettés Lefebvre et Marseille, qui sont morts tous les deux prématurément d'une maladie. Et Daniel Lefebvre lui a travaillé vraiment sur l'Algérie, avec sa thèse qui s'appelait Cher Algérie, dont il a tiré son livre Cher Algérie. Eh bien, quand le litre de vin était payé 35 francs en Algérie, le même à qualité égale, valait 19 francs au Portugal ou en Espagne. Donc la France s'épuisait année après année. Alors on nous dit oui, mais aujourd'hui, la France continue à exploiter l'Afrique. Regardez, l'Afrique
est une vache à lait pour la France. Mais écoutez, ces vaches à lait pour la France, là encore, les chiffres permettent de dissiper cette légende. Je vous prends un chiffre très simple. Bon an, mal an, depuis 4 ou 5 ans, la moyenne de toutes les exportations mondiales de la France tourne autour de 450, 460, 470 milliards d'euros, à peu près. Donc, nous avons, mettons 460. Or, la France vend par an 12 milliards d'euros à l'Afrique. Et dans l'autre sens, c'est à peu près la même chose. Donc d'un côté, vous avez 460 milliards d'euros, et de l'autre côté, vous avez 12 milliards d'euros. Ce qui fait que l'Afrique ne compte pas. L'Afrique ne compte absolument pas pour la France. Et, écoutez-moi bien, on nous dit, mais le CFA, la zone CFA, c'est à la fois la chasse gardée et la vache à lait de la France. Eh bien, sur ces 12 milliards d'euros, la zone CFA totalise 6 milliards d'euros. C'est-à-dire que la zone CFA totalise 1,3% du commerce extérieur français. 1,3% du commerce extérieur français. Ce qui fait qu'elle ne compte pas. Et si l'on prend la vision globale de cette zone CFA, on dit oui, mais la France a son marché réservé. Et c'est encore une plaisanterie. Le marché de la zone CFA appartient à la Chine. Savez-vous quelle est la part de la France dans le marché de la zone CFA? 11,2%. Alors, voilà la réalité. Et c'est ça ce qu'il faut mettre dans le nez des décoloniaux et des islamo-gauchistes. Mais le problème, c'est que personne n'ose leur mettre dans le nez. Parce que soit nos hommes politiques sont acquis à cette idéologie, soit ils sont incompétents, souvent les deux d'ailleurs, la doublette est parfaite, et parce que, troisième élément qui est peut-être le plus fondamental, comme le disait Jacques Chirac, Jacques Chirac, c'est pas ma tasse de thé, mais il a eu 2-3 phrases intéressantes. Jacques Chirac disait, il y a une chose qu'il est impossible de greffer, les couilles par manque de donneurs. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec notre classe politique. Et alors, pourquoi est-ce que ce courant décolonial, finalement, ne semble pas trouver d'écho auprès des Français issus des anciennes colonies asiatiques de l'Empire? Vous avez vu beaucoup d'Asiatiques au chômage en France. Vous en voyez beaucoup faisant la queue à Pôle emploi. Ce sont des gens qui travaillent. Ce sont des gens qui sont insérés dans le circuit. Ce sont des gens qui ne se plaignent pas. Ce sont des gens qui n'ont pas la récrimination et le complexe oedipien. Ce sont des gens qui ont une réaction d'hommes confrontés à des difficultés et qui, au lieu d'attribuer la cause de leur malheur aux autres, se prennent en main et font face aux événements. Et alors, comment la France peut-elle faire pour, finalement, pour faire face à cette entreprise de déconstruction dont vous avez parlé, qui est menée par le courant décolonial Ah, écoutez, là, nous sortons un peu de notre entretien parce que ça m'oblige à rentrer dans le domaine politique. Et je ne veux pas rentrer dans le domaine politique. Ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas de politique. Si j'avais voulu faire de la politique, j'en aurais fait. J'aurais été candidat. Ce n'est pas mon cas. Disons simplement, pour rester dans le domaine philosophique et dans le domaine des idées. Ce qui se passe aujourd'hui est le résultat, comme je vous l'ai dit au début de notre entretien, de l'évolution d'un courant de pensée qui a été greffé sur la France à partir du XVIIIe siècle. Et ce courant de pensée, par son évolution, par ses mutations, par ses contradictions, par ses greffes, en est arrivé à produire ce qui est en place aujourd'hui, c'est-à-dire le délitement final d'un État, d'une société, d'une culture, d'une nation qui
est en train de mourir par le développement métastasien de ce paradigme. Il n'y a pas de solution réformiste. Il n'y a pas d'emplâtre sur de jambes de bois. Il n'y a pas d'action capillaire. Il n'y a que le changement de paradigme. Le changement de paradigme qui est total, global. Là, je parle d'un point de vue philosophique. Bien évidemment que ce changement de paradigme débouchera sur le politique. Mais sur le marché politique aujourd'hui, personne ne propose le changement de paradigme. Tout le monde parle des droits de l'homme. Tout le monde parle de la laïcité. Tout le monde parle de la République. On ne sait plus ce que c'est que la France, on ne parle que de la République. Devenu mot creux qui ne veut rien dire, c'est l'auberge espagnole où on met tout ce que l'on veut. Ce qui fait que tant que l'on ne reviendra pas à des définitions qui sont des définitions reposant sur les réalités du corps social et de ce que sont les racines de notre roman national ou de notre histoire, ben, on ne changera rien. Alors, il va y avoir des petites mesures, bien sûr, bien sûr. Il va y avoir tel ministre de l'Intérieur qui pourra dire demain, bon, ben maintenant, on va serrer la vis, hein, mais ça, rien ne changera. Rien ne changera. Parce que, comment dirais-je, le sida mental est là, comme le disait Pauwels. Le sida mental, c'est-à-dire l'idéologie qui est cette idéologie dominante autour de ce paradigme qui a tout conquis. Les corps administratifs, l'université, la magistrature, le monde du travail, tout. Donc, j'allais dire, ce serait une contre-révolution globale qu'il faudrait mener. Eh bien, écoutez, je souhaite bien du courage à ceux qui pourraient l'entreprendre. Alors, vous expliquez dans votre livre à la fin que finalement, quand même, ce mouvement décolonial ne présente pas une véritable unité. C'est au contraire un courant qui est composite. Quel peut être l'avenir de ce courant finalement? Est-ce qu'il ne pourrait pas finir par imploser sous l'effet de luttes intestines? Mais c'est ce que je démontre dans mon livre. Ce courant va imploser. Mais ce n'est pas parce qu'il va imploser que son idéologie ne va pas triompher. Regardez l'exemple du marxisme. Le marxisme, les États communistes sont implosés, mais la philosophie marxiste imprègne encore une grande partie de nos élites françaises. Donc, le mouvement décolonial va s'entredéchirer, c'est très clair. Il va s'entredéchirer à plusieurs niveaux. Il y a bien un moment où la partie féministe de ce courant va comprendre que la partie comment dirais-je, rigoriste ne partage pas les mêmes aspirations. Bon. Il va y avoir également le moment où la partie de ceux qu'on appelle les racisés, c'est-à-dire les Noirs, vont reprocher aux descendants, à la composante arabo-maghrébine, le fait de l'esclavage. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que une grande partie de l'Afrique noire a été vendue par les esclavagistes qui venaient du monde arabo-musulman de l'Afrique du Nord. Et comme ce mouvement se dit un mouvement anti-blanc, or, jusqu'à preuve du contraire, les Nord-Africains ne sont pas des Noirs, ce sont des Blancs. Donc il va y avoir là aussi des problèmes. Puis il va y avoir des problèmes également, que ça a commencé, au sein même de ceux qui s'appellent les racisés, c'est-à-dire les Noirs, entre ceux qui sont aux Antilles et ceux qui sont en Afrique. Parce que ceux qui sont aux Antilles sont les descendants de ceux qui ont été vendus par ceux qui sont encore en Afrique, par les ancêtres de ceux qui sont encore en Afrique. Donc, il y a des moments où, à force de faire l'enfermement historique autour des petites catégories, chaque catégorie va être en guerre contre les autres. Donc, nous allons avoir affaire à une guerre mémorielle de toutes les mémoires contre toutes les mémoires. Donc, le mouvement va exploser, c'est bien évident. Mais ce n'est pas pour autant que l'homme blanc cessera d'être présenté comme coupable.
Et alors, pour conclure, peut-être un mot sur un sujet d'actualité en lien avec le thème que nous abordons aujourd'hui. Je veux parler du rapport Duclerc sur le Rwanda qui a été publié il y a quelques semaines, à la fin du mois de mars. Qu'est-ce que ce rapport vous inspire? Est-ce qu'il s'inscrit, selon vous, dans une logique similaire, une logique de repentance? Alors là, vous avez en face de vous un expert pour le tribunal pénal international pour le Rwanda. J'ai été expert pour 10 procès, les 10 principaux procès, notamment les procès des militaires. Donc, je crois connaître un peu la question. Et quand je dis je crois connaître un peu la question, j'ai consacré plus de 10 ans au tribunal pénal d'Arusha. J'ai publié d'énormes rapports. J'ai d'ailleurs publié la synthèse de ces rapports ça se trouve sur mon blog. Il y a 2000 ou 3000 pages pour montrer à peu près comment tout ceci fonctionnait. Lorsque vous connaissez intimement la question du Rwanda, en plus j'ai vécu plus de 10 ans au Rwanda. J'ai été professeur pendant 10 ans au Rwanda, je connais intimement. Lorsque vous avez une connaissance intime et que vous voyez que le président Macron constitue une commission dans laquelle ne figure aucun spécialiste du Rwanda, aucun. Il y a quand même en France toutes opinions confondues. Et Dieu sait que parmi les gens que je pourrais vous citer, j'ai ce qu'on peut appeler des ennemis personnels, certes, mais des gens qui connaissent le Rwanda. Voilà. Oublions cela. Si vous voulez, prenons le premier gris. Vous avez en France 2 seuls experts au TPIR. 2. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4. 2. Il y a des gens qui ont pu venir ici ou là faire un témoignage, mais des gens qui ont été experts. Il y en a 2. Un pour l'accusation, un pour la défense. Parce que le système du TPIR, c'est le système de la common law, où il y a l'accusation et la défense. Ce n'est pas comme en France, où vous avez un expert attitré au tribunal. Là, ce sont des experts. Pour l'accusation, vous avez mon collègue Guy Chawa. On ne l'a pas sollicité pour la commission. Pour la défense, vous m'avez moi, Bernard Lugan. On ne m'a pas sollicité non plus. On n'a pas non plus sollicité les dizaines de confrères qui ont travaillé, de collègues ou de confrères qui ont travaillé sur la question. Aucun. La commission était composée uniquement de gens qui ne connaissaient rien du Rwanda. Quant à son président, mon collègue Duclerc, c'est un spécialiste de l'affaire Dreyfus. Non, vous allez me dire, c'est très important l'affaire Dreyfus pour l'évolution de la vie politique française depuis la fin du siècle, de l'autre siècle, c'est fondamental. Mais en quoi la connaissance de l'affaire Dreyfus peut-elle donner autorité à présider une commission qui va travailler sur les subtilités ethno-philosophiques du monde rwandais, ces subtilités ethno-philosophiques qui vont expliquer le génocide. Donc, nous sommes là face à une imposture qui était en fait une décision politique. Le président Macron, marchant sur les traces du président Sarkozy, avec Hollande, ça a été différent. Hollande a eu une position beaucoup plus digne, j'allais presque dire beaucoup plus patriotique que Sarkozy et que ce qui s'est passé avec la commission Duclerc. Donc tout commence avec le ministre Kouchner, qui est ministre des Affaires étrangères de Sarkozy, et qui a des liens d'amitié personnels avec le président Kagame, et qui décide que l'on passe l'éponge sur ce qui s'est passé au Rwanda. Passer l'éponge, ça veut dire quoi? Cela veut dire annuler la procédure judiciaire qui met en cause le président Kagame et 9 de ses plus proches collaborateurs dans l'attentat du 6 avril 1994 qui a causé la mort du président Habyarimana du Rwanda et du président du Burundi, élément qui est le déclencheur du génocide. C'est reconnu par l'ONU. Or, dans cet attentat, par cet attentat, il y a eu également plusieurs morts français, notamment le pilote de l'avion, le copilote de l'avion et le mécanicien de l'avion. Ce qui fait que les veuves et les enfants des 3 Français qui sont morts dans cet attentat
se sont tournés vers la justice française, justice antiterroriste, comme c'est le cas dans chaque affaire. Et le juge Bruguière, au terme de 10 années d'enquête, une enquête parfaitement fouillée, va mettre en cause le FPR. Le juge Bruguière va dire, c'est le général Kagame qui a ordonné l'attentat, et ce sont ces hommes qui l'ont commis, telle raison, des milliers de pages de procédures, des centaines de témoignages, etc. Moi, je ne me prononce pas sur la culpabilité des uns ou des autres. Je me prononce simplement sur le déroulé de l'opération. À partir de ce moment-là, le régime de Kigali entre en hystérie vis-à-vis de la France et commence à lancer par le biais de ses relais dans la presse française toutes les accusations possibles contre l'armée française. Ça sort comme ça du jour au lendemain. Bernard Kouchner essaie de rétablir les relations entre les deux pays. Sarkozy veut se débarrasser de ce chewing-gum qui colle à la semelle de la France. Et pour cela, toute une manœuvre qui est remarquablement bien expliquée dans un livre qui vient de sortir récemment, qui est fait par mon ami Onana, sur l'attentat du 6 avril et sur les enquêtes qui ont été dévaluées, qui ont été, comment dirais-je, perturbées par les interférences politiques, montre comment, pendant des années, des éléments souterrains dans l'État français vont agir contre la justice française de façon à aboutir finalement à un embrouillamini qui va déboucher sur un non-lieu. Et le président Macron va aller au-delà et va dire maintenant, puisqu'il y a eu ce non-lieu, nous allons pacifier les relations avec le Rwanda, alors que nous n'avons aucun intérêt au Rwanda. Le Rwanda ne représente rien en Afrique. Le Rwanda, qui aujourd'hui préside la francophonie, a abandonné le français pour l'anglais au Rwanda. C'est quand même un paradoxe extraordinaire. Le masochisme est sans limite pour le moment chez nos dirigeants. Et va désigner une commission, la commission du Clerc, pour mettre à plat ce qui s'est passé dans les années 90-94. Or, cela a été fait maintes fois. Il y a eu le rapport Kiles parlementaire, il y a eu les travaux des uns et des autres, et puis ceci a été fait mais pendant des années par le TPIR. Il suffit de travailler sur les travaux du TPIR, il suffisait de demander aux experts du TPIR de venir. On m'aurait demandé de venir, ça m'aurait demandé beaucoup de travail, mais j'aurais été parfaitement capable d'expliquer en 2 jours ou 3 jours exactement ce qui était sorti de quasiment 20 ans de procédure au TPIR concernant cette question. Vous pouvez le faire. Ça aurait évité de faire travailler un spécialiste de l'affaire Dreyfus, une spécialiste du genre, un conseiller d'État. C'est une liste à la Prévert, cette commission du Clerc. Et cette commission du Clerc va aller encore au-delà du rapport Stora pour l'Algérie. Parce que le rapport Stora pour l'Algérie, qui est évidemment, là aussi, un rapport qui constitue à se mettre des sacs de cendres sur la tête, mais si tu voulais, mais il y a comme un minimum de dignité dans le rapport Stora. Il y a un minimum de dignité. Stora glisse entre 2 pages tout de même les massacres d'Oran et les harkis. On mentionne, voilà. Dans le rapport du Clerc, non. La France est responsable, non pas du génocide, évidemment, il n'y a pas de Français au moment du génocide, mais de l'enchaînement des événements qui vont conduire au génocide. Eh bien, quand on met un genou à terre, après il faut mettre les 2 genoux à terre, parce qu'à peine le rapport du Clerc publié, et à peine le président Macron annonçant qu'il allait aller à Kigali, à Canossa bien entendu, le gouvernement rwandais faisait publier par un cabinet d'avocats américains un rapport accablant sur la France. Maintenant que la France a reconnu qu'elle avait une responsabilité, et maintenant elle va devoir se mettre à plat ventre dans la boue et elle va devoir payer. Et c'est ce qui va être fait, car cette politique de réconciliation des mémoires
aboutit en fait à une humiliation nationale de plus. Donc je reviens à ce que je disais au sujet du président Macron tout à l'heure, déconstruction, donc il se retrouve très exactement à la confluence à la fois du mouvement de déconstruction de notre histoire et du mouvement de repentance. Il est véritablement le porte-greffe et la greffe de ce phénomène. Jamais dans l'histoire contemporaine de la France, le pays n'aura subi de telles humiliations. Merci beaucoup, Bernard Lugan.